Jane Mitchell avait 34 ans et gagnait 58 000 par an comme professeur d'histoire au lycée lorsque la famille de son mari l'a obligée à rester dehors pendant la réception des funérailles de son propre père. Et ce que la lecture du testament révélerait 3 heures plus tard leur coûterait tout ce qu'ils avaient mis 20 ans à construire. La pluie de novembre martelait les fenêtres de la chapelle commémorative Riverside sur la 76e rue Est à Manhattan. Tandis que Jeanne se tenait dans le couloir, son costume Target à 89 $ trempé jusqu'aux os à l'intérieur de la salle de réception, la famille de son mari Thomas, les Westbrook de Westbrook Capital Management, d'une valeur estimée à 47 millions de dollars, riait et buvait des bouteilles de Château Margaux à 300 $ alors que son père gisait dans un cercueil à 15 mètres de là. Le personnel n'a rien à faire ici pendant les moments en famille, avait annoncé haut et fort Patricia Westbrook, la mère de Thomas, lorsque Jeanne avait tenté d'entrer. Bien que je suppose qu'elle pense faire partie de la famille maintenant. Sot. Jeanne en avait entendu de pire de leur part au cours des 8 années de mariage. Mais aujourd'hui, aux funérailles de son père, quelque chose en elle se brisa enfin. Pas assez pour faire une scène, elle avait appris que les Westbrook se nourrissaient de confrontations comme les requins de sang, mais assez pour lui rappeler ce que son père, Robert Mitchell, lui avait murmuré à l'hôpital 3 semaines auparavant, quand le cancer du pancréas l'avait réduit à 44 kilos de peau translucide et d'os saillants. « Laisse-les croire qu'ils ont gagné, ma fille. Attends juste les avocats. » Jeanne avait cru que c'était la morphine qui parlait. Son père avait été concierge à l'école PS 147 dans le Bronx pendant 41 ans, prenant sa retraite avec une pension de 31 000 $ par an. Il avait vécu dans le même appartement à loyer contrôlé sur Grand Concourse depuis 1943, payant 847 $ par mois pour un 2 pièces qui coûterait 200 $ sur le marché libre. La chose la plus précieuse que Jeanne pensait que son père possédait était une Honda Civic de 2006 avec 300 000 km au compteur. Elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. « Jeanne, chérie, tu devrais peut-être simplement attendre dans la voiture », apparut Thomas dans le couloir, sa robe Burberry à 400 $ impeccable. Son expression, ce mélange particulier de pitié et d'embarras qu'il avait perfectionné au fil des années. Papa raconte l'histoire de la fois où tu as essayé de lui expliquer la crypto-monnaie au country club et tout le monde rit tellement fort. C'est l'enterrement de mon père, Thomas. Je sais, bébé, je sais. Mais tu sais comment est ma famille. Donne-leur juste 1 heure, d'accord? Ensuite, on rentrera à la maison et je te ferai tes lasagnes préférées. Alors, un homme en costume anthracite impeccable apparut au bout du couloir, portant une mallette en cuir avec le logo doré en relief de Thornton Rothschild & Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus chers de New York, avec des associés facturant 200 $ de l'heure. « Je suis Marcus Thornton, votre père a retenu nos services. Je sais que le moment est difficile, mais nous devons procéder à la lecture du testament aujourd'hui, comme spécifié dans les dernières volontés de M. Robert Mitchell. La salle de conférence est prête. » Le visage de Thomas devint pâle. « Testament? Quel testament? Jeanne, ton père n'avait rien à... » « Apparemment si. » Jeanne sentit quelque chose d'étrange monter dans sa poitrine, pas tout à fait de l'espoir. On le lui avait battu hors d'elle depuis des années par les Westbrook, mais quelque chose qui s'en approchait. « Où est-ce la salle de conférence? »« 3e étage. J'ai déjà notifié les autres parties intéressées. »« Autres parties? » La voix de Thomas grimpa d'1 octave. « Quelles autres parties? »« Votre famille, Monsieur Mitchell. Votre père a insisté pour qu'il soit en présent. » La salle de conférence au 3e étage de la chapelle commémorative Riverside était conçue exactement pour ces occasions. Des familles se réunissant pour diviser des successions, découvrir des secrets, se battre pour de l'argent pendant qu'un corps refroidissait au sous-sol. La table en acajou pouvait accueillir 20 personnes. Aujourd'hui, elle en contenait 12. D'un côté,
Patricia Westbrook, 61 ans, dans son tailleur Chanel à 8 700 $. Son mari, Richard Westbrook, 64 ans, fondateur et PDG de Westbrook Capital Management. Leur fils, Brandon Westbrook, 36 ans, gestionnaire de fonds spéculatifs avec un salaire annuel de 340 000 $ plus prime. Leur fille, Melissa Westbrook Chen, 33 ans, mariée à un chirurgien esthétique et vivant d'un fonds fiduciaire de 2,1 millions de $. Et Thomas. De l'autre côté, Jeanne, seule. « C'est absurde », déclara Patricia, sa bague en diamant de 3 carats de chez Tiffany & Co., prix de détail 127 000 $, captant la lumière alors qu'elle gesticulait avec dédain. « Marcus, je ne sais pas ce que ce vieux concierge vous a dit, mais il y a clairement eu une erreur. Les Mitchell n'ont pas de succession. Ils ont des vides-greniers. » Brandon renifla dans son whisky. Pappy Van Winkle, 23 ans, 3 500 $ la bouteille qu'il avait apportée de la réception. « C'est inestimable, papa. Tu imagines? Peut-être qu'il laisse à Jeanne sa collection de serpillières, enfin quelque chose qu'elle est qualifiée pour hériter. » Brandon, dit faiblement Thomas, mais il ne regarda pas Jeanne. Il ne regardait jamais Jeanne quand sa famille l'attaquait. Marcus Thornton resta complètement professionnel, impassible face au ricanement des Westbrook. Il était avocat depuis 23 ans, avait géré des successions valant des centaines de millions. Il avait vu toutes les variétés de cupidité et de cruauté humaine. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, juste un éclair, qui fit penser à Jeanne que l'homme savait exactement ce qui allait arriver et savourait l'anticipation. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour la lecture du testament et des dernières volontés de Robert James Mitchell, décédé le 15 novembre 2024 à l'hôpital Mount Sinai. Monsieur Mitchell a travaillé avec notre cabinet pendant les 18 dernières années pour structurer sa succession et s'assurer que ses dernières volontés soient exécutées avec précision. 18 ans? Richard Westbrook fronça les sourcils. C'est impossible. Votre cabinet facture quoi? 500 $ de l'heure minimum. Notre tarif standard est de 200 $ de l'heure, Monsieur Westbrook. Monsieur Mitchell a payé intégralement à l'avance tous les services rendus. Les honoraires totaux se sont élevés à environ 67 000 $ sur la période de 18 ans. Les Westbrook échangèrent des regards. Jeanne se sentit étourdie. 67 000 $ en frais juridiques. Son père, qui découpait des coupons du journal du dimanche, qui achetait du pain de la veille à la boulangerie de la 148e rue, qui n'avait jamais de toute sa vie pris de vacances, qui ne soit pas du camping dans les Catskills. « C'est une arnaque », annonça Patricia. « J'appelle notre avocat. »« Vous êtes libre de le faire, Madame Westbrook. Cependant, je dois mentionner que vous êtes spécifiquement nommée dans le testament. C'est pourquoi votre présence a été demandée. Partir maintenant signifierait renoncer à votre opportunité d'entendre ce que M. Mitchell avait à vous dire. » Cela l'arrêta. Les Westbrook ne renonçaient à rien. Marcus Thornton ouvrit sa mallette et en retira un document épais, relié en cuir bleu marine. « Je vais commencer par les déclarations préliminaires. Moi, Robert James Mitchell, saint de corps et d'esprit, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament, révoquant tous les testaments et codicilles précédents. J'ai préparé ce document en pleine connaissance de son contenu et de ses implications, ayant été conseillé par le cabinet juridique Thornton, Rothschild & Associates pendant les 18 dernières années. » Les mains de Jeanne tremblaient. Elle les pressa à plat contre la table en acajou. « Premièrement, je souhaite aborder l'inventaire financier de ma succession. Au moment de la préparation de ce document, mes actifs totaux sont évalués à environ 64,3 millions de $. La pièce explosa. Le verre à champagne de Patricia Westbrook, Crystal Baccarat, 85 $ le verre, se brisa sur le sol en marbre. Richard s'étouffa avec son whisky. Le visage de Brandon passa de la confiance narquoise au choc pâle en moins de 3 secondes. Melissa agrippa le bras de son mari, ses ongles parfaitement manucurés, rendez-vous hebdomadaire à la Bella Vita, 150 $ la séance, s'enfonçant dans sa veste Armani.
Thomas fixa simplement Jeanne, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson se noyant dans l'air. « C'est impossible », parvint à dire Richard. « 74 millions avec un salaire de concierge, c'est de la fraude. » « Ce n'est pas le cas, Monsieur Westbrook. Je vous assure que chaque dollar est comptabilisé et légal. Monsieur Mitchell était très minutieux dans sa documentation. Voulez-vous que je continue? »« Oui », s'entendit dire Jan. Sa voix semblait distante, comme si elle venait de sous l'eau. « S'il vous plaît, continuez. » Marcus Thornton s'autorisa le plus petit des sourires. « La source de ma richesse nécessite une explication car elle surprendra ceux qui ne m'ont connu que comme agent d'entretien. En 1983, j'ai hérité de 127 000 $ de mon oncle Vincent Mitchell, qui n'avait pas d'enfant. Plutôt que de dépenser cet argent, je l'ai investi prudemment et de manière conservatrice. J'ai acheté un petit immeuble d'appartement à Williamsburg, Brooklyn, pour 78 000 $, un quartier qui était considéré comme indésirable à l'époque. J'ai vécu frugalement, continué mon travail et réinvesti tous les revenus locatifs. Jeanne se souvenait de cet immeuble. Son père l'avait vendu en 2005 et Jeanne avait pensé que c'était parce qu'il avait besoin d'argent pour les factures médicales que sa mère avait accumulées avant de mourir. Au cours des 41 années suivantes, j'ai acheté et vendu 17 propriétés à Brooklyn, Queens et dans le Bronx, toujours en avance sur les schémas de gentrification. J'ai acheté des actions d'Apple Computer en 1985 à 3 $ l'action et les ai conservées à travers chaque division. J'ai acheté Amazon à 18 $ l'action en 1997. J'ai investi dans l'introduction en bourse de Google en 2004. J'ai acheté du Bitcoin en 2011 quand il se négociait à 7 $ la pièce. Je détiens maintenant 887 Bitcoins, actuellement évalué à environ 31,2 millions de dollars au prix actuel du marché de 36 850 $ par pièce. Brandon Westbrook avait l'air sur le point de vomir. Il avait passé les 5 dernières Noëls à expliquer à Jeanne très lentement, comme à une enfant, comment la crypto-monnaie était une arnaque dans laquelle seuls les idiots tombaient yen. J'ai vécu comme concierge parce que j'aimais ce travail. J'aimais les étudiants de PS 147. J'aimais avoir un but et une routine. Je n'ai pas vécu frugalement parce que j'étais pauvre. J'ai vécu frugalement parce que je ne suis pas un imbécile. Chaque dollar que je ne dépensais pas en luxe inutile était un dollar qui pouvait croître, se multiplier et finalement assurer la sécurité de ma fille unique, Jeanne Robert Mitchell. Jeanne sentit de l'humidité sur ses joues et réalisa qu'elle pleurait. Son père discret et humble, qui avait emballé son déjeuner dans un sac en papier brun tous les jours, qui lui avait enseigné que la vraie richesse ne consistait pas à impressionner les autres mais à avoir des choix, valait plus que toute la famille Westbrook réunie. Maintenant, concernant la distribution de ma succession, continua Marcus Thornton, et la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. À ma fille bien-aimée, Jeanne Robert Mitchell, je laisse l'intégralité de mes actifs financiers, toutes les propriétés, actions, obligations, avoirs en crypto-monnaie et comptes en espèces totalisant 67,3 millions de dollars. Cela comprend les actifs spécifiques suivants. L'avocat commença à lire une liste qui semblait ne jamais finir. 3 immeubles d'appartements à Brooklyn, générant actuellement 42 000 $ de revenus locatifs mensuels. Une propriété à usage mixte dans le Queens d'une valeur de 3,7 millions de dollars. Des portefeuilles d'actions chez Fidelity, 12,4 millions de dollars, Vanguard, 8,9 millions de dollars et Charles Schwab, 6,2 millions de dollars. Des comptes courants et d'épargne à la Chase Bank totalisant 1,8 million de dollars. Le portefeuille Bitcoin d'une valeur de 31,2 millions de dollars. Jeanne ne pouvait pas assimiler. Les chiffres étaient trop grands, trop impossibles. Ce matin, elle avait été professeure de lycée qui conduisait une Toyota Camry de 2012 avec un pare-brise fissuré. Maintenant, elle valait plus que ce que la plupart des gens gagneraient en 1000 vies. C'est...
Brandon frappa la table du poing. Nous contestons ça. Monsieur Westbrook, la voix de Marcus Thornton trancha la pièce comme un couteau. Je vous conseille de rester silencieux jusqu'à ce que j'ai fini de lire, car la section suivante vous concerne spécifiquement, vous et votre famille. Les Westbrook se turent, mais leurs visages étaient tordus de rage et d'incrédulité. Cependant, continua Marcus, avant que Jeanne ne puisse réclamer son héritage, il y a une condition qu'elle doit remplir et plusieurs legs spécifiques que je souhaite faire à la famille Westbrook. Thomas saisit la main de Jeanne à travers la table. Tu vois, il y a une condition. Tu ne l'obtiendras peut-être pas. Nous devons parler à notre avocat. Nous devons... Jeanne retira sa main. Pour la première fois en 8 ans, elle retira sa main de son mari. À Patricia Westbrook, qui a un jour dit à ma fille lors d'un dîner de famille qu'elle ne deviendrait jamais rien parce que l'ambition n'est pas génétique et certainement pas contagieuse, je laisse la somme d'$1 et ce message. Vous aviez raison, l'ambition n'est pas génétique. Si elle l'était, vos enfants auraient peut-être gagné quelque chose plutôt que de simplement hériter. J'espère que ce dollar unique vous apportera plus de joie que vos millions ne l'ont fait, bien que j'en doute. Vous êtes une femme mesquine et amère, qui mesure la valeur en étiquette de créateur parce que vous n'avez aucune valeur intérieure à offrir au monde. Le visage de Patricia devint violet. Richard lui saisit le bras, mais elle tremblait de fureur, incapable de parler. À Richard Westbrook, qui a dit à Jeanne lors de la réception de son mariage avec Thomas que les enseignants ne sont que des hommes d'affaires ratés qui n'ont pas pu réussir dans le monde réel, je laisse $1 et ce message. J'ai fait ma fortune grâce à la patience, la sagesse et une planification minutieuse. Vous avez fait la vôtre grâce aux relations de votre père et en exploitant des échappatoires juridiques dans le code fiscal. Des échappatoires que j'ai documentés de manière exhaustive et fournis à l'IRS dans une enveloppe scellée à ouvrir après ma mort. Le visage de Richard passa du rouge au blanc. Il bluffe. C'est de la diffamation. Je vais porter plainte. Les preuves incluent des copies de documents des comptes des îles Caïmans, des registres de sociétés écran au Delaware et des témoignages d'employés de Westbrook Capital Management qui ont été payés par moi au cours des 12 dernières années pour documenter vos activités illégales. L'IRS estime que vous devez environ 10,7 millions de dollars d'arriérés d'impôts et de pénalités. La pièce devint silencieuse, à l'exception de la respiration haletante de Richard. Marcus Thornton tourna une page. À Brandon Westbrook, qui a dit à Jane à Thanksgiving 2022 qu'elle tirait vers le bas la valeur nette collective de la famille par son existence, je laisse $1. Je vous laisse également la connaissance que j'ai pris des positions courtes contre chaque investissement majeur que votre fonds spéculatif a fait au cours des 3 dernières années. Lorsque la nouvelle de l'enquête de l'IRS sur votre père deviendra publique, vos investisseurs fuiront. Votre fonds s'effondrera et ces positions courtes que j'ai laissées à Jeanne vaudront environ 4,3 millions de dollars. Brandon avait l'air sur le point de s'évanouir réellement. À Melissa Westbrook-Chen, qui a ri quand Thomas lui a dit que Jeanne avait demandé une augmentation au travail parce qu'elles avaient du mal à payer les factures, je laisse $1 et l'information que votre mari a une liaison avec son infirmière chirurgicale depuis les 14 derniers mois. Elle s'appelle Amanda Rosenberg. Elle a 26 ans et il paye son appartement à Hoboken, $300 par mois, en utilisant l'argent du compte joint que vous croyez être pour les dépenses professionnelles. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois quand Jeanne a mentionné que vous aviez été particulièrement cruel envers Thomas dernièrement. Je pensais que vous pouviez avoir des problèmes à la maison. J'avais raison. Le visage parfaitement composé de Melissa s'effondra. Elle se tourna vers son mari qui ne voulait pas croiser son regard. Et enfin, à mon gendre, Thomas Mitchell, que j'espérais autrefois serait un véritable partenaire pour ma fille. La voix de Marcus Thornton s'adoucit légèrement. Je ne vous laisse rien directement car vous avez déjà accès à tout ce que Jeanne possède, mais je vous laisse un choix et une vérité. Thomas pleurait maintenant, son mascara coulant sur ses joues, ses mains tremblantes. Le choix est le suivant. Vous pouvez rester marié à Jeanne
et partager son héritage, vivant une vie de sécurité financière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ou vous pouvez choisir votre famille, la famille qui a passé 8 ans à vous apprendre à avoir honte de la femme bonne, gentille et travailleuse que vous avez épousée. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. La vérité est la suivante. J'ai documenté chaque rassemblement familial, chaque vacances, chaque mariage et fête d'anniversaire pendant les 8 dernières années. Jeanne pensait que je prenais simplement des photos et des vidéos comme tout père fier, mais j'enregistrais également l'audio sur un appareil dans la poche de ma chemise. J'ai 127 heures de votre famille se moquant, rabaissant et maltraitant émotionnellement ma fille pendant que vous restiez là sans rien dire. Pendant que vous riez avec eux, pendant que vous les choisissiez plutôt qu'elle encore, et encore, et encore. Les sanglots de Thomas étaient le seul son dans la pièce. La condition pour que Jeanne reçoive son héritage est simple. Elle doit écouter ces enregistrements, tous, puis décider si elle souhaite rester mariée à vous. Les enregistrements sont stockés chez Marcus Thornton et seront fournis à Jeanne dans leur intégralité. Après les avoir écoutés, elle aura 6 mois pour prendre sa décision. Si elle choisit de divorcer, vous ne recevrez rien de son héritage. J'ai structuré une fiducie prénuptiale qui remplace vos actifs matrimoniaux, légalement examinés et approuvés par 3 cabinets d'avocats distincts. Si elle choisit de rester mariée à vous, vous partagerez sa richesse. Mais sachez ceci, Thomas, elle aura entendu chaque rire, chaque blague cruelle, chaque moment où vous avez choisi l'approbation de votre famille plutôt que la dignité de votre femme. Et elle prendra sa décision en pleine connaissance de qui vous êtes vraiment. Marcus Thornton ferma le testament. Cela conclut la lecture. Madame Mitchell, j'ai les enregistrements sur des disques cryptés dans mon bureau. Quand vous serez prête, nous pourrons fixer un rendez-vous pour que vous les examiniez. Jeanne se leva. Ses jambes étaient comme de l'eau, mais elle parvint à rester debout. Elle regarda son mari, son visage marqué par les larmes, ses mains tremblantes, la montre Cartier, cadeau de mariage de ses parents, 800-900 $, à son poignet, qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 2 mois. Elle regarda sa famille, leur choc, leur rage, leur peur soudaine en réalisant que la parente pauvre qu'ils avaient moquée pendant 8 ans était maintenant la personne la plus riche de la pièce, la personne qui détenait des preuves qui pouvaient tous les détruire. « Je vais les écouter, » dit doucement Jeanne. « Tous, et ensuite, on verra. » Elle sortit de la salle de conférence, les laissant tous derrière elle. Et pour la première fois en 8 ans, personne ne la suivit pour lui dire qu'elle faisait une erreur. L'appartement que Jeanne partageait avec Thomas sur l'Upper West Side, un studio de 84 mètres carrés qui leur coûtait 300 $ par mois, dévorant la moitié de son salaire après impôts, semblait différent lorsqu'elle y retourna ce soir-là. Plus petit, plus miteux, plus honnête. Thomas n'était pas rentré avec elle. Il était resté avec sa famille, vraisemblablement pour élaborer une stratégie, planifier leur prochain coup. Jeanne s'en fichait. Pour la première fois depuis leur mariage au Plaza Hotel, coût 180 000 $, entièrement payé par les Westbrook, elle préférait activement être seule. Son téléphone n'avait cessé de sonner. Thomas. 47 appels manqués. Patricia Westbrook, 23. Brandon, 15. Même Melissa, qui normalement ne serait pas prise morte à communiquer directement avec elle. 8 appels manqués et un message texte qui disait simplement « Il faut qu'on parle ». Elle les bloqua tous. Au lieu de cela, elle s'assit sur le canapé IKEA usé acheté 499 $ en 2019. Thomas s'en était plein chaque semaine et ouvrit son ordinateur portable. Marcus Thornton avait envoyé un email crypté avec des identifiants de connexion à un serveur sécurisé. L'objet disait « Le cadeau de votre père ». À l'intérieur se trouvaient 127 fichiers audio, chacun étiqueté avec une date et un lieu. Noël 2017, domaine Westbrook, Greenwich, Connecticut. Thanksgiving 2019, appartement Westbrook, Park Avenue. Anniversaire de Thomas 2021, The River Café, Brooklyn. Pâques 2023, Country Club Westbrook. Jeanne commença par le fichier le plus ancien, du 24 décembre 2017, 6 mois après leur mariage.
La voix de son père vint en premier, légèrement étouffée. « Jeanne, donne-moi ton manteau. Je vais le suspendre. » Puis des rires depuis la pièce principale. La voix de Patricia, forte et claire. « Je lui donne 2 ans, 3 au maximum. Il est déjà embarrassé de la présenter à nos amis. » La réponse de Richard. « C'est une fille assez gentille, pas brillante, mais gentille. Gentille ne paie pas les écoles privées ni les maisons de plage dans les Hamptons, dit Patricia. Il se réveillera un jour. » Puis la voix de Thomas, le son qui lui avait murmuré « Je t'aime » ce matin-là. « Maman, arrête, elle pourrait t'entendre. »« Oh, s'il te plaît, elle sait ce qu'elle est. Pourquoi penses-tu qu'elle s'est accrochée à toi si vite? Tu es son ticket vers une vie meilleure. » Ce n'est pas « nous nous aimons ». L'amour. Le rire de Patricia était tranchant comme du verre brisé. « Chérie, tu aimes Chanel et les étés en Toscane. Tu la tolères. » La réponse de Thomas était à peine audible. « Ce n'est pas comme ça. » « Alors prouve que j'ai tort. Amène-la au club demain. Présente-la au Vanderman et au Roston. Regarde-la essayer de parler de ses élèves pendant qu'ils discutent de leur club de yacht et de leur collection d'or. Si tu n'es pas mortifié dans l'heure, je laisserai tomber. » Une pause, puis Thomas. « D'accord, mais tu dois promettre d'être gentil. »« Je suis toujours gentil, chérie. » Jeanne arrêta l'enregistrement. Ses mains tremblaient. Elle se souvenait de ce jour, le 25 décembre 2017, allant au Country Club de Greenwich. Thomas avait été tendu toute la matinée, lui criant dessus à propos de sa cravate de Men's Warehouse à 47,99 $, ses chaussures Clarks à 89 $, ses sujets de conversation. À l'époque, elle avait pensé qu'il était stressé à l'idée de voir ses parents. Maintenant, elle comprenait qu'il s'était préparé à être embarrassé. Et il l'avait été. Elle l'avait vu dans ses yeux chaque fois qu'elle parlait de son travail, de ses élèves, des problèmes budgétaires de l'école. Il l'avait éloigné des conversations, avait trouvé des excuses pour partir tôt, était resté silencieux pendant tout le trajet du retour. Ce soir-là, il avait pleuré et lui avait dit qu'il l'aimait. Elle l'avait tenu dans ses bras et l'avait cru. Elle appuya sur lecture du fichier suivant. Au cours des 6 heures suivantes, Jeanne écouta des dîners de Noël et des fêtes d'anniversaire, des célébrations de fiançailles et des brunchs décontractés du dimanche. Elle entendit son beau-père expliquer à un associé commercial que Thomas a épousé une enseignante. Entre toutes les choses possibles, nous espérons que c'est une phase. Elle entendit Brandon dire à un groupe d'amis que le mari de mon frère est essentiellement une babysitter professionnelle avec un diplôme. Elle entendit Melissa la décrire comme gentille mais lente aux collègues de son mari. Et à travers tout cela, elle entendit Thomas, ne la défendant pas, n'argumentant pas, ne partant pas. Juste d'accord, doucement, à contre-cœur parfois, mais finalement toujours d'accord. « Je sais qu'elle n'est pas ce que tu voulais pour moi, maman. Elle fait de son mieux, même si son meilleur n'est pas très impressionnant. Parfois, je me demande ce qu'aurait été la vie si j'avais épousé quelqu'un comme Dylan Rothstein. Il a lancé sa propre société d'investissement l'année dernière. J'aime Jeanne, mais je ne suis pas aveugle à ses limites. » Le pire vint de Thanksgiving 2022, fichier numéro 76. Jeanne avait demandé une augmentation à son directeur cette semaine-là. 3 500 $ de plus par an, portant son salaire à 61 500 $. Le directeur avait approuvé. Jeanne avait été excitée de le dire à Thomas, fière que son travail soit reconnu. Elle s'entendit dans l'enregistrement en train de le dire à la famille au dîner. Puis, le silence. Puis, le rire de Brandon. 61 000 $? 61 000 $? Je dépense ça en assurance automobile et en budget vin combiné. 10? Plus de rire, puis Patricia. Eh bien, au moins, la barre pour les nouvelles excitantes est très basse dans votre ménage, ma chère. Et Thomas, son mari, l'homme qu'elle avait tenu dans ses bras ce matin-là, est appelé l'amour de sa vie. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est important pour Jeanne. Laissez-la avoir ça. Pas « elle travaille dur et le mérite ». Pas « soyez respectueux de ma femme ». Juste « laissez-la avoir ça ».
comme si elle était une enfant à qui on donnait un trophée de participation pour l'humorer. Jeanne arrêta l'enregistrement à 2h47 du matin, ayant parcouru 89 des 127 fichiers. Elle se sentait vidée, écorchée, à vif. Chaque souvenir des 8 dernières années se recontextualisait dans son esprit. Chaque fois que Thomas lui avait demandé de ne pas parler de son travail aux fêtes, chaque fois qu'il avait suggéré qu'elle serait plus heureuse avec ses amis enseignants au lieu de se joindre aux événements familiaux, chaque fois qu'il lui avait dit de le laisser gérer les conversations avec ses parents au sujet de l'argent, il ne la protégeait pas de leur cruauté, il les protégeait de son embarras. Son téléphone vibra, un numéro bloqué. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la fit décrocher. Madame Mitchell. La voix de Marcus Thornton. Je m'excuse d'appeler si tard. Je voulais prendre de vos nouvelles. Beaucoup de gens trouvent les enregistrements difficiles à traiter. Vous saviez ce qu'il y avait dedans. J'ai aidé votre père à les organiser. Oui, il a écouté chacun d'eux plusieurs fois. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Toutes ces années, il savait ce qu'il disait de moi, comment Thomas les laissait le dire, et il n'a jamais... Il voulait le faire, plusieurs fois. Mais c'était un homme sage, Madame Mitchell. Il savait que s'il vous le disait, vous pourriez ne pas le croire. Vous pourriez penser qu'il essayait de saborder votre mariage par jalousie ou ressentiment de classe. Mais les preuves, on ne peut pas les contester. Jeanne rit, un son amer. Il était minutieux. Il vous aimait beaucoup et il comprenait quelque chose d'important. La sécurité financière vous donne la liberté de faire des choix basés sur ce qui est juste et non sur ce qui est nécessaire. En ce moment, vous avez besoin de Thomas financièrement. Vous ne pouvez pas vous permettre de divorcer. Vous perdriez l'appartement, auriez du mal à payer les frais juridiques, pourriez nuire à votre carrière s'il devenait vindicatif. Mais avec votre héritage, vous êtes libre. Libre de choisir qui vous voulez dans votre vie en fonction de la façon dont on vous traite et non en fonction de l'économie. Il m'a appelé 47 fois. J'imagine. Les Westbrook font face à plusieurs problèmes importants. L'enquête de l'IRS sur Richard commencera d'ici la semaine. Votre père a été très minutieux dans la documentation de leur compte offshore. Le fonds spéculatif de Brandon est construit sur la réputation et les connexions de sa famille. Quand Richard tombera, Brandon suivra. Le mari de Melissa a déjà déménagé, selon mes sources. Et Patricia, tout son cercle social sait maintenant qu'elle a été exclue d'un héritage majeur après avoir moqué la bénéficiaire pendant des années. Comment savez-vous tout ça? Votre père m'a bien payé pour rester informé. Il voulait que vous soyez protégés. Jeanne regarda autour du petit appartement, les meubles miteux que Thomas avait toujours détestés, la tache d'eau au plafond due à la conduite cassée du voisin du dessus, la pile de copies d'élèves qu'elle corrigeait quand son père était mort. Cela avait été sa vie, petite, contenue, gérable, sûre. Que dois-je faire maintenant? C'est entièrement à vous de décider, Madame Mitchell. Vous avez 6 mois pour décider de votre mariage, mais je recommanderais de commencer par déménager quelque part où vous voulez vraiment vivre, peut-être quelque part sans souvenirs douloureux. Après que Thornton eut raccroché, Jeanne ouvrit Zillow sur son ordinateur portable. Elle filtra les appartements de Manhattan dans sa nouvelle gamme de prix, qui était essentiellement illimitée. Penthouse à Tribeca, 12,4 millions de dollars. Condo de luxe à Soho, 8,29 millions de dollars. Maison historique en pierre brune dans West Village, 15,7 millions de dollars. Elle pouvait acheter n'importe lequel d'entre eux en liquide. La pensée était vertigineuse. Au lieu de cela, elle chercha quelque chose de plus simple. Un appartement de 3 chambres à Brooklyn Heights, près de l'ancien quartier de son père. Briques apparentes, grandes fenêtres, vue sur la skyline de Manhattan. Listée à 2,3 millions de dollars, elle pouvait l'acheter demain, sans même entamer son héritage. Son téléphone vibra à nouveau. Thomas depuis le téléphone de sa mère. « S'il te plaît, Jeanne, il faut qu'on parle. Je t'aime. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. »
Elle fixa le message pendant longtemps. L'aimait-il? L'avait-il jamais aimé? Ou avait-il aimé l'idée d'un mari sûr et contrôlable qui ne menacerait jamais la domination de sa famille dans leur mariage? Elle ouvrit le fichier numéro 127, l'enregistrement le plus récent. La fête de retraite de son père à PS 157, 6 mois avant son diagnostic de cancer. Thomas était venu à contre-cœur, s'était plaint du stationnement, avait passé la majeure partie de la soirée sur son téléphone. Elle s'entendit présenter Thomas à Madame Rodriguez, une collègue. « Voici mon mari, Thomas. Thomas, Madame Rodriguez enseigne la chimie. »« Ravi de vous rencontrer, » dit Thomas. Puis à quelqu'un d'autre, Brandon, venu de la ville pour dîner après. « On peut partir bientôt? C'est déprimant. Tous ces gens célébrant la retraite de quelqu'un après 40 ans à gagner le salaire minimum. »« Ce n'est pas le salaire minimum, » la voix de Brandon amusée. « C'est légèrement au-dessus du salaire minimum, très légèrement. Je ne sais pas comment Jeanne fait ça tous les jours, entourée de cette médiocrité. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. Ton secret est en sécurité avec moi. Bien qu'honnêtement, n'est-elle pas un peu la définition de... Brandon, arrête. Quoi? Ce n'est pas méchant si c'est vrai. C'est une fille gentille, Thomas. Mais soyons honnêtes, elle ne va pas changer le monde en enseignant aux adolescents la guerre de sécession. Elle ne va pas gagner d'argent. Elle ne va nulle part. Tu aurais pu épouser Dylan Rothstein et vivre dans un penthouse avec une Porsche Cayenne. Au lieu de ça, tu es dans un studio sans ascenseur avec quelqu'un qui pense qu'Olive Garden est de la grande cuisine. Une longue pause. Puis, Thomas. Je sais. Pas. C'est une femme bien. Pas. Je me fiche de l'argent. Pas. Je l'aime. Juste. Je sais. Jeanne ferma son ordinateur portable. Quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui s'était fissuré lentement au cours des 8 dernières heures, se brisa enfin complètement, pas avec colère, pas avec des larmes, juste avec une clarté calme et certaine. Elle prit son téléphone et appela Marcus Thornton. « J'ai besoin que vous fassiez 3 choses pour moi, » dit Jeanne. « Premièrement, commencez les démarches pour un divorce. Je veux que la fiducie prénuptiale soit activée immédiatement. Thomas ne reçoit rien de mon héritage. Compris. Deuxièmement, je veux acheter un appartement. Envoyez-moi un agent immobilier qui peut travailler rapidement. Budget de 3 millions ou moins. Je veux avoir déménagé d'ici la fin de la semaine. C'est fait. Et troisièmement, je veux que vous organisiez une réunion avec l'agent de l'IRS qui s'occupe du dossier de Richard Westbrook. J'ai des informations supplémentaires qui pourraient être utiles à leur enquête. » Il y avait un sourire dans la voix de Thornton. « Votre père serait fier, Madame Mitchell. Il disait toujours que vous étiez plus gentille que ce que les Westbrook méritaient, mais jamais stupide. J'en ai fini d'être gentille avec des gens qui pensent que la gentillesse est de la faiblesse. » Non. Thomas apparut à l'appartement le lendemain matin à 6h47, l'air de ne pas avoir dormi. Sa robe Burberry à 200-400 $ des funérailles était froissée, son maquillage étalé. Il était toujours beau. Il avait toujours été beau. Mais pour la première fois, Jeanne le regarda et ne ressentit rien du tout. « Tu ne réponds pas à mes appels, » dit-il en la dépassant pour entrer dans l'appartement. « J'ai été occupée. Jeanne, s'il te plaît, je sais que tu es en colère. Je sais que le testament était choquant, mais on peut surmonter ça. Nous sommes mariés. Nous nous aimons. » « Vraiment? » Il se figea. « Bien sûr que oui. Je t'aime, Jeanne. Je sais que ma famille a été horrible, mais c'est eux, pas moi. J'ai toujours été de ton côté. »« Fichier numéro 127, » dit doucement Jeanne. « Ton frère t'a demandé si tu regrettais de m'avoir épousée au lieu de Dylan Rothstein. Tu te souviens de ce que tu as dit? » La couleur quitta son visage. « Tu les as écoutés? » « Tous. Les 127 fichiers couvrant 8 ans de ta famille, se moquant de moi pendant que tu restais là et acquiesçais. Je n'ai pas... J'essayais juste de garder la paix. Jeanne, tu ne comprends pas ce que c'est avec ma famille. Si je te défendais trop, ils auraient empiré les choses pour nous deux. Tu as dit à ton frère que j'étais médiocre à la fête de retraite de mon père. On a
Je ne voulais pas dire. Tu as dit à ta mère que tu te demandais ce qu'aurait été la vie si tu avais épousé quelqu'un de plus riche. Tu as dit à Melissa que j'avais des limites. Tu as ri quand Brandon a dit que je tirais vers le bas la valeur nette collective de la famille. Tina a dit non. Il pleurait maintenant. Les mêmes larmes qui avaient fonctionné sur elle 1000 fois auparavant. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'étais faible. J'aurais dû te défendre. Mais Jeanne, je t'aime vraiment. Peut-être que je ne l'ai pas bien montré. Peut-être que je les ai laissés m'influencer trop. Mais au fond, je t'aime. Tu aimes ce que je suis maintenant. 74 millions de dollars de ce que je suis maintenant. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? La voix de Jeanne était toujours calme, mais quelque chose dedans fit reculer Thomas. 8 ans. 8 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. 8 ans à soupirer quand je parlais de mon travail, à m'éloigner des conversations aux fêtes, à t'excuser auprès de ta famille pour mon existence. 8 ans à les choisir plutôt que moi à chaque fois. Je vais changer. On peut s'éloigner de ma famille, établir des limites, recommencer à zéro. J'ai déjà recommencé à zéro. J'ai acheté un appartement à Brooklyn Heights hier. 3 chambres, briques apparentes, 2,3 millions de dollars. Je conclus la semaine prochaine. Je déménage mes affaires ce week-end. Quoi? Tu ne peux pas. On doit en discuter. Nous sommes mariés. J'ai demandé le divorce. Marcus Thornton s'en occupe. À cause de la fiducie prénuptiale que mon père a établie, tu n'as droit à aucune partie de mon héritage. Tu devras prendre ton propre avocat. Les larmes de Thomas s'arrêtèrent aussi brusquement que si quelqu'un avait fermé un robinet. Son visage se durcit en une expression que Jeanne avait vue 1000 fois, mais toujours dirigée vers les serveurs, les employés de magasin, les voituriers, jamais vers elle. « Tu fais une énorme erreur », dit-il froidement. « Les avocats de mon père vont déchirer cette fiducie. Nous sommes mariés, Jeanne. New York est un État de communauté de biens. » En fait, non. New York est un État de distribution équitable, ce qui signifie que les tribunaux divisent les actifs équitablement, pas nécessairement également. Et mon père a dépensé 67 000 $ en frais juridiques sur 18 ans pour s'assurer que cette fiducie soit absolument à toute épreuve. Elle a été examinée par 3 cabinets d'avocats distincts. Tu n'auras pas un centime. Tu te crois tellement intelligente maintenant, n'est-ce pas? Parce que tu as hérité de l'argent que tu n'as pas gagné d'un père qui vivait comme un avare. Tu es toujours la même prof pathétique que tu étais la semaine dernière, Jeanne. L'argent ne change pas ça. Tu as raison, dit Jeanne. Je suis toujours enseignante. Je me soucie toujours de mes élèves. Je pense toujours que l'éducation compte plus que les marques de luxe. L'argent n'a pas changé qui je suis. Il m'a juste libérée pour arrêter de prétendre que les valeurs de ta famille avaient quoi que ce soit à voir avec les miennes. Bien, garde ton argent. Mais ne pense pas que tu vas trouver quelqu'un de mieux que moi. Tu es ennuyeuse, Jeanne. Tu es sûre, prévisible et ennuyeuse. Je me suis contentée de toi et tu ne feras jamais mieux que moi. Peut-être pas, mais je ferai mieux qu'être avec quelqu'un qui considère le mariage comme un compromis. Il saisit son sac Hermès Birkin, 47 000 $, un cadeau de sa mère, et se dirigea vers la porte. Puis il se retourna, et pendant un instant, le masque glissa. Il avait l'air perdu, effrayé, plus jeune que ses 32 ans. « M'as-tu vraiment aimé un jour? » demanda-t-il doucement. « Oui, » dit honnêtement Jeanne. « Mais j'aimais celle que je pensais que tu étais. La femme qui m'a dit à notre 3e rendez-vous que l'argent n'avait pas d'importance, qu'elle voulait un partenaire, pas un pourvoyeur. La femme qui a dit qu'elle en avait marre des gens superficiels dans son monde et voulait quelque chose de réel. J'ai aimé cette femme de tout mon cœur. J'étais cette femme. Non, Thomas. Tu jouais cette femme parce que tu te rebellais contre ta famille. Et au moment où tu en as eu marre de te rebeller, tu es retourné être exactement ce qu'ils t'ont élevé à être. » Il partit sans un autre mot.
Jeanne resta dans l'appartement vide pendant longtemps, sentant le poids de 8 ans se soulever de ses épaules comme une chose physique. Son téléphone vibra avec un message de Marcus Thornton. Réunion IRS prévue pour mardi 9 h. L'agent immobilier vous appellera cet après-midi. Vous faites ce qu'il faut. Elle n'en était pas sûre. Mais elle faisait ce qui semblait honnête. Et après 8 ans de mensonges, l'honnêteté ressemblait à une révolution. Son téléphone vibra à nouveau, un texto d'un numéro inconnu. « Madame Mitchell, c'est le directeur Thompson. J'ai entendu parler du décès de votre père. Je suis tellement désolée pour votre perte. Quand vous serez prête à revenir au travail, nous aurons un fonds commémoratif en son nom. Les élèves l'adoraient. Ils les aidaient après les heures de cours quand leurs parents ne pouvaient pas se permettre des tuteurs. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Jeanne fixa le message. Les élèves l'adoraient. Son père, le multimillionnaire secret, avait passé son temps libre à donner des cours particuliers aux enfants qui n'avaient pas les moyens d'obtenir de l'aide, pendant que les Westbrook achetaient des sacs à main à 47 000 $ et se moquaient des gens qui travaillent pour vivre. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire de son héritage. Mais d'abord, elle avait des enregistrements à finir d'écouter, un divorce à finaliser et une nouvelle vie à construire. 3 mois après les funérailles de son père, Jan Mitchell était assise dans une salle de conférence au siège de l'Internal Revenue Service dans le bas de Manhattan, regardant le monde de Richard Westbrook s'effondrer en temps réel. « Madame Mitchell, ces documents sont extraordinairement détaillés », dit l'agent spécial de l'IRS, Sarah Chen, en étalant les papiers que Jeanne avait fournis sur la table. Relevés de comptes offshore, déclarations de sociétés écrans, correspondance par email avec des avocats fiscalistes sur la dissimulation d'actifs. Comment votre père a-t-il obtenu tout cela? Il a payé l'assistante de direction de Richard 125 000 $ sur 12 ans pour copier des dossiers, expliqua Jeanne. Michelle Harris. Elle est prête à témoigner. Richard la traitait terriblement, la faisait travailler 80 heures par semaine pour un salaire de 47 000 $ par an, la réprimandait constamment, l'a virée le mois dernier quand elle a demandé une augmentation. Elle a tous les emails, tous les documents, toutes les preuves dont vous auriez besoin pour prouver une évasion fiscale systématique remontant à 2009. L'agent Chen échangea un regard avec son collègue, l'agent Marcus Wu. Estimation prudente, M. Westbrook doit 18,7 millions de dollars d'arriérés d'impôts et de pénalités. Des accusations criminelles sont probables. La fraude fiscale à ce niveau entraîne généralement une peine de 3 à 7 ans de prison fédérale. Bien, dit simplement Jeanne. L'enquête avait progressé rapidement une fois que Jeanne avait fourni les preuves. Richard Westbrook avait été arrêté le 3 avril 2024 dans son bureau du centre-ville de Manhattan. La nouvelle avait fait la une du Wall Street Journal, de Bloomberg et de la première page du New York Times. PDG de fonds spéculatifs arrêté dans un stratagème de fraude fiscale de 18,7 millions de dollars, hurlait le titre. Le fonds spéculatif de Brandon, Westbrook Capital Partners, s'était effondré en quelques jours. Les investisseurs avaient fui en masse, retirant 247 millions de dollars d'actifs. Brandon avait été contraint de liquider le fonds, perdant son salaire de 340 000 $ et sa réputation dans l'industrie. Les positions courtes que le père de Jeanne avait prises contre les investissements de Brandon avaient rapporté exactement comme prévu, 4,3 millions de dollars, que Jeanne avait immédiatement donné au fonds de bourse pour étudiants défavorisés du Bronx. Le divorce de Melissa avec son mari infidèle avait été finalisé en mars. Elle avait obtenu la maison dans le Connecticut, évaluée à 3,2 millions de dollars, mais avait dû partager leurs autres actifs. L'affaire de son mari était devenue publique pendant la procédure de divorce, détruisant sa réputation dans son cabinet. Le centre chirurgical où il travaillait lui avait demandé de démissionner. La dernière fois que Jan avait entendu parler de Melissa, elle travaillait comme instructrice de yoga à Westport, donnant des cours à 35 $ la séance. Patricia Westbrook était devenue une paria sociale.
L'histoire de la façon dont elle s'était moquée de la fille d'un concierge aux funérailles de son père, pour découvrir ensuite que le concierge valait plus que toute sa famille, s'était répandue dans la société de Greenwich comme une traînée de poudre. 3 country clubs avaient révoqué les adhésions des Westbrook. Les postes de Patricia dans les conseils d'administration de charité avaient été discrètement éliminés. Ses amis avaient cessé de retourner ses appels. Jeanne ne ressentait aucune satisfaction dans leur chute. Ni joie, ni triomphe. Juste un sentiment tranquille que l'univers se rééquilibrait. Ce qu'elle ressentait à la place, c'était un sens du but. L'appartement de Brooklyn Heights qu'elle avait acheté était devenu son sanctuaire. 3 chambres, 205 mètres carrés, fenêtres du sol au plafond donnant sur l'East River. Elle l'avait meublé simplement mais confortablement. Pas d'étiquette de créateur, pas de symbole de statut, juste une maison qui lui ressemblait. Une chambre, elle l'avait convertie en bureau. Une autre, en chambre d'amis. La 3e, à l'horreur de Thomas quand il avait vu les photos pendant la procédure de divorce, elle l'avait laissée vide. « Pourquoi faire ?» avait demandé son avocat. « Je ne suis pas sûre encore », avait dit Jeanne, « mais je le saurai quand je le verrai. » Le divorce avait été finalisé le 15 mars 2024. Thomas avait combattu la fiducie prénuptiale pendant exactement 3 semaines avant que ses avocats ne l'informent qu'elle était incassable. Il avait reçu sa part des biens matrimoniaux accumulés pendant leur mariage, la moitié des meubles de leur ancien appartement, sa voiture, une BMW Série 3 de 2021 à 43 000 $ et 87 000 $ de leur compte d'épargne commun qui avait été financé entièrement par les cadeaux de sa famille au fil des ans. Il avait réemménagé chez ses parents à Greenwich. Jeanne avait entendu par des amis communs qu'il sortait avec Dylan Rothstein maintenant, l'homme qu'il s'était demandé s'il aurait dû épouser à sa place. Il semblait heureux sur les photos Instagram, posant devant sa Porsche Cayenne à 89 000 $, son yacht à 2,4 millions de $, son penthouse à Tribeca à 8,7 millions de $. Jeanne espérait qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Elle le pensait sincèrement. Pour elle-même, elle avait continué à enseigner. Cela avait surpris tout le monde. Marcus Thornton avait suggéré qu'elle prenne sa retraite, voyage, profite de sa richesse. Ses collègues à PS 147 avaient supposé qu'elle démissionnerait immédiatement. Même le directeur Thompson lui avait dit « Jeanne, vous n'avez plus besoin d'être ici. Vous pourriez faire n'importe quoi. » Mais Jeanne avait réalisé quelque chose dans les mois qui avaient suivi la mort de son père. Elle aimait enseigner. Elle était douée pour ça. Ses élèves avaient besoin d'elle. Et avoir de l'argent ne changeait pas le fait que l'éducation comptait. Ce que l'argent changeait, c'était combien elle pouvait aider. Le 1er mai 2024, Jeanne annonça la création de la Fondation Robert Mitchell avec une dotation initiale de 25 millions de $. La mission de la Fondation? Fournir des bourses complètes aux étudiants de familles à faible revenu du Bronx qui voulaient poursuivre des carrières dans l'enseignement. Mon père croyait que l'éducation était le grand égalisateur, déclara Jeanne au New York Times dans une interview. Il croyait aussi que les grands enseignants valent plus que les gestionnaires de fonds spéculatifs et les avocats d'entreprise réunis. Cette fondation est sa façon de le prouver. La première promotion de boursier Robert Mitchell, 12 étudiants, chacun recevant les frais de scolarité complets, le logement et une allocation de subsistance pour 4 ans d'université, fut annoncée en juin. Le coût total, 1,7 million de $. Jeanne n'avait pas sourcillé. Elle avait également fait un don de 5 millions de $ à PS 147 pour rénover le bâtiment, améliorer la technologie et créer un fonds permanent pour les fournitures de classe. Le conseil scolaire avait pleuré lors de la réunion où elle avait présenté le chèque. « Madame Mitchell, c'est plus que notre budget annuel », avait dit le directeur Thompson. « Alors, ça devrait faire une vraie différence », avait répondu Jeanne. Mais ce dont elle était le plus fière, ce qui ressemblait au véritable héritage de son père, c'était le programme de tutorat après l'école. Jeanne avait embauché 15 enseignants retraités à 35 $ de l'heure, 3 heures par jour,
5 jours par semaine, pour offrir du tutorat gratuit à tout élève du Bronx qui en avait besoin. Le coût total, environ 819 000 $ par an. Le programme était hébergé dans un espace loué sur Grand Concourse, à 2 pâtés de maison de l'ancien appartement de son père. Il l'appelait la maison Mitchell. En 4 mois, ils avaient aidé 347 élèves à améliorer leurs notes. 17 enfants qui échouaient en mathématiques réussissaient maintenant. 8 élèves qui n'avaient jamais pensé à l'université avaient commencé à se préparer pour le SAT. La fille d'une mère célibataire qui travaillait 3 emplois pour joindre les 2 bouts venait d'être acceptée à l'Université Columbia avec une bourse complète. Elle s'appelait Maria Rodriguez. Elle avait 17 ans, brillante, déterminée et terrifiée que l'université soit impossible parce que sa famille n'avait pas les moyens. Jeanne l'avait convoquée dans sa salle de classe à PS 147 un après-midi de fin juillet. « Maria, j'ai entendu parler de ton acceptation à Columbia. Félicitations. » « Merci, Madame Mitchell. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne pense pas pouvoir y aller, cependant. La bourse couvre les frais de scolarité, mais pas le logement ni les livres, et je devrais travailler à temps plein, et ma mère a besoin d'aide avec mes petits frères. Et si je te disais qu'il y a une solution? » Elle lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre de la Fondation Robert Mitchell lui offrant 15 000 $ supplémentaires par an pour couvrir le logement, les livres, les fournitures et les frais de subsistance. 4 ans, 60 000 $ au total. Maria avait pleuré. Sa mère, que Jeanne avait invitée à la réunion, avait pleuré. Jeanne avait eu les yeux un peu humides elle-même. « Votre père aurait adoré ça », lui dit le directeur Thompson plus tard. Il donnait des cours gratuits aux frères aînés de Maria. Vous le saviez? Jeanne ne le savait pas. Mais cela ne la surprenait pas. Son père avait compris quelque chose que les Westbrook ne comprendraient jamais, que la richesse ne concernait pas ce que vous possédiez, mais ce que vous pouviez faire pour les autres. 6 mois jour pour jour après les funérailles de son père, Jeanne retourna à la chapelle commémorative Riverside, pas pour des funérailles cette fois, mais pour une réunion. Thomas l'attendait dans la même salle de conférence où le testament avait été lu. Il avait l'air différent, plus mince, plus fragile. Il portait un jean et un pull simple au lieu de vêtements de créateur. Son alliance avait disparu. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Ton avocat a dit que c'était important. Ce n'est pas à propos du divorce. C'est réglé. J'ai tout signé. Tu as gagné. » Il rit amèrement. Bien que gagner soit relatif quand on perd tout le reste. « Comment va ta famille? » Papa est en prison fédérale, 18 mois dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Maman a vendu la maison de Greenwich. Elle ne pouvait plus payer les taxes. Ils sont dans un condo à Stamford maintenant. Brandon travaille comme analyste financier quelque part dans le New Jersey, gagnant 87 000 $ par an. Il m'appelle ivre parfois, en pleurant sur comment nous avons tout perdu. Et toi? Je suis instructeur de yoga. 23 cours par semaine à 35 $ le cours. Je gagne environ 42 000 $ par an. En plus, je termine ma certification pour devenir coach de vie. Il croisa son regard. Je suis vraiment heureux, Jeanne. Pour la première fois de ma vie, je ne suis en compétition avec personne. Je n'essaie d'impressionner personne. J'existe juste. C'est terrifiant et libérateur. Je suis contente. Vraiment? Oui? Dit-elle honnêtement. Je n'ai jamais voulu me venger, Thomas. Je voulais juste arrêter d'être traitée comme si je ne comptais pas. Il hocha lentement la tête. J'ai écouté certains des enregistrements. Marcus Thornton m'a envoyé des copies dans le cadre des preuves du divorce. Je lui ai demandé d'arrêter après les 10 premiers. Je ne pouvais pas croire que c'était moi. Les choses que j'ai dites, les choses que je leur ai permis de dire. Je t'ai traité comme si tu étais jetable. Tu m'as traité comme ils t'ont appris à traiter les gens que tu considérais en dessous de toi. Je sais. Et je suis désolée. Je sais que ça ne change rien, mais je suis sincèrement, désespérément désolée. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Par la fenêtre de la salle de conférence, Manhattan s'étendait dans toutes les directions.
Des millions de personnes vivant des millions de vies, chacune convaincue que ses luttes et ses triomphes étaient uniques. Le père de Jeanne avait compris que chaque personne comptait. Le concierge et le PDG, l'enseignante et le gestionnaire de fonds spéculatifs, tous égaux dans les façons qui comptaient vraiment. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» demanda Jeanne. Thomas glissa un chèque sur la table. Il était libellé à l'ordre de la fondation Robert Mitchell pour 15 000 $. « C'est tout ce que j'ai économisé en 6 mois d'enseignement du yoga, » dit-il. « Je voulais offrir une bourse au nom de ton père. C'était un meilleur homme que quiconque dans ma famille, et je ne l'ai jamais apprécié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Jeanne regarda le chèque, puis Thomas. Il ne pleurait pas, il ne suppliait pas. Il essayait juste, à sa façon imparfaite, de faire quelque chose de bien. « Je m'assurerai qu'il aille à un étudiant qui en a besoin, » dit-elle en prenant le chèque. « Merci. » Il se leva pour partir, puis s'arrêta. « Tu vois quelqu'un? Tu sors avec quelqu'un? » « Pas encore. Je me concentre sur la fondation, sur l'enseignement, peut-être un jour. » Tu trouveras quelqu'un de merveilleux. Quelqu'un qui verra ce que j'étais trop stupide pour voir, que tu as toujours été suffisante, exactement comme tu étais. Après son départ, Jeanne resta seule dans la salle de conférence, tenant le chèque. 15 000 $ qui représentaient 6 mois de travail acharné de la part de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dur à quoi que ce soit dans sa vie. Cela ne changerait pas l'impact de la fondation. Elle avait donné 25 millions de dollars et 15 000 $ était une erreur d'arrondi. Mais cela signifiait quelque chose quand même. Cela signifiait que les gens pouvaient changer. Pas toujours, pas facilement, mais parfois. Elle pensa à la chambre vide dans son appartement de Brooklyn Heights et réalisa à quoi elle servait. 3 semaines plus tard, Marcus Thornton se présenta à la maison Mitchell pendant les heures de tutorat du soir. Jeanne aidait un élève de seconde nommé David avec l'algèbre quand l'avocat apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Mitchell, vous avez un moment? » Ils sortirent sur Grand Concourse. C'était début août, humide et chaud, le genre de soirée d'été à New York où la chaleur montait du trottoir en vagues visibles. « Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, » dit Thornton. Elle s'appelle Rachel Kim. C'est une travailleuse sociale de la ville. Elle travaille avec des jeunes en famille d'accueil qui vieillissent hors du système. Elle est brillante, passionnée par l'équité en éducation, et elle cherche des partenaires pour aider à créer un programme donnant aux anciens jeunes en famille d'accueil l'accès à la préparation universitaire et aux ressources de bourse. « Pourquoi me dites-vous ça? » « Parce que votre père la connaissait. Elle était l'une de ses élèves à PS 147 il y a 30 ans. Il lui a donné des cours gratuits, l'a aidé à entrer à l'université, a changé sa vie. Quand elle a entendu parler de la fondation, elle m'a contactée. Elle a une proposition de partenariat qui pourrait aider des centaines d'enfants chaque année. Quel est le budget? 3 millions par an pour les 5 premières années. Jeanne n'hésita pas. Organisez la réunion. Thornton sourit. Votre père m'a dit une fois que vous aviez son cœur. Il craignait que les Westbrook ne vous l'écrasent. Mais il a aussi dit que si quelqu'un pouvait leur survivre et en sortir plus forte, c'était vous. Je ne leur ai pas survécu. J'ai survécu grâce à lui. Tout ce qu'il m'a enseigné, tout ce qu'il m'a montré sur ce qui compte vraiment. C'est son véritable héritage, Madame Mitchell, pas les 74 millions. Les valeurs qui ont guidé sa façon de vivre et comment il vous a élevé. Après le départ de Thornton, Jeanne retourna à l'intérieur de la maison Mitchell. 15 tuteurs travaillant avec 47 élèves, tous apprenant, grandissant, atteignant quelque chose de mieux. Ce bâtiment, ce programme, ce but, tout semblait juste d'une manière que rien dans son mariage avec Thomas n'avait jamais eu. Son téléphone vibra. Un message du directeur Thompson. « Jeanne, je viens d'apprendre que Maria Rodriguez a obtenu un stage rémunéré à la faculté de droit de Columbia pour l'été prochain. 500 $ de bourse. Elle appelle ça le miracle qui a commencé avec la gentillesse de votre père. Je pensais que vous devriez le savoir. »
Jeanne sourit et tapa en réponse. Pas un miracle, juste ce qui se passe quand quelqu'un se soucie assez pour investir dans les gens au lieu des portefeuilles d'actions. Elle regarda autour de la maison Mitchell, les élèves penchés sur leurs manuels, les enseignants retraités expliquant patiemment les concepts, les murs couverts de lettres d'acceptation universitaire d'enfants qui n'avaient jamais pensé que l'enseignement supérieur était possible. C'était à quoi ressemblaient 74 millions de dollars quand on comprenait ce que la richesse signifiait vraiment. Pas des sacs à main de créateurs ou des appartements en penthouse, pas des adhésions à des country clubs ou des voitures de luxe, juste des gens aidant des gens, construisant des avenirs au lieu d'accumuler des ressources. La troisième chambre de son appartement, celle qui était vide, elle avait enfin décidé de son but, un bureau pour la fondation. Un lieu pour planifier des programmes, examiner des demandes de bourse, rencontrer des enfants qui avaient besoin de mentorat. L'initiative de Rachel Kim pour les jeunes en famille d'accueil commencerait là, tout comme une douzaine d'autres idées qu'elle avait développées. Son père avait passé 41 ans comme concierge, construisant une fortune en secret, tout en aidant des élèves qui n'avaient pas les moyens de payer des tuteurs. Il avait vécu modestement, économisé méticuleusement et laissé derrière lui un héritage qui changerait des milliers de vies. Jan Mitchell était une enseignante de lycée gagnant 61 500 $ par an qui se trouvait avoir 74 millions de dollars à la banque. Elle conduisait une Toyota Camry de 2012, vivait dans un appartement agréable mais pas ostentatoire et passait son temps libre à diriger un programme de tutorat et une fondation de bourse. Et pour la première fois en 8 ans, peut-être de toute sa vie, elle se sentait riche de la manière qui comptait vraiment, pas à cause de l'argent, à cause de ce qu'elle construisait avec, à cause de qui elle devenait sans que des gens lui disent qu'elle ne serait jamais assez. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout, c'est devenir exactement qui vous étiez censé être, sans excuses, sans compromis, et sans les gens qui n'ont jamais vu votre valeur. Jeanne regarda les élèves remplissant la maison Mitchell, leurs visages intenses de concentration, leurs avenirs s'ouvrant avec chaque équation résolue, chaque concept maîtrisé. « Papa, » dit-elle doucement à l'air vide et au père qui écoutait quelque part, « je comprends maintenant, je comprends enfin. » La richesse n'avait jamais été le but, ça ne l'avait jamais été. Le but, c'était la liberté. La liberté de choisir la gentillesse plutôt que le statut. La liberté d'investir dans les gens au lieu de les impressionner. La liberté de construire quelque chose qui comptait au lieu de poursuivre quelque chose qui brillait. Son père lui avait donné 75 millions de dollars, mais le véritable héritage était la leçon qui venait avec. Vous valez plus que les opinions que les autres ont de vous, et la seule validation qui compte est de vivre selon vos propres valeurs. Jan Mitchell avait appris cette leçon de la manière difficile, mais elle l'avait apprise, et ça, à la fin, valait plus que tout l'argent du monde. 2 ans après la lecture du Testament, la Fondation Robert Mitchell avait transformé 347 vies. Mais c'était un mardi matin d'octobre 2026 qui allait changer la vie de Jeanne elle-même. Elle corrigeait des copies dans sa salle de classe à PS 147 quand le directeur Thompson frappa à sa porte, accompagné d'une femme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Jeanne, je vous présente le Dr. Rachel Kim. » Rachel Kim avait 47 ans, des cheveux noirs coupés courts et des yeux qui semblaient avoir vu trop de souffrance, mais refusaient d'abandonner l'espoir. Elle portait un jean et un blazer simple, pas de bijoux coûteux, pas de marque de luxe, juste l'air de quelqu'un qui travaillait dur et se souciait profondément. « Madame Mitchell. » Rachel tendit la main et son sourire était chaleureux, authentique. « Votre père a changé ma vie. Je ne serais pas debout ici aujourd'hui sans lui. Appelez-moi Jeanne, s'il vous plaît. Marcus Thornton m'a parlé de vous. Il m'a parlé de vous aussi. » Rachel s'assit, et il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir, une grâce calme, une confiance tranquille qui venait non pas de l'argent ou du statut, mais de savoir exactement qui elle était.
Votre père me donnait des cours de mathématiques tous les mardis et jeudis soirs en 1994. J'avais 15 ans, en famille d'accueil pour la 3e fois, certaine que je finirais comme ma mère, accro à l'héroïne, morte à 32 ans. Monsieur Mitchell ne m'a jamais regardé comme si j'étais cassée. Il m'a juste vue. Jeanne sentit sa gorge se serrer. C'était son don. Il m'a aidé à entrer à CUNY, puis à l'École de travail social de Columbia. Il est venu à ma remise de diplôme. Il pleurait. Rachel rit doucement. Cet homme, qui n'avait jamais rien possédé de luxueux dans sa vie, était assis au dernier rang, pleurant parce qu'une enfant en famille d'accueil qu'il avait tutorée avait obtenu une maîtrise. Il ne me l'a jamais dit. Il ne se vantait jamais. C'est ce qui le rendait spécial. Rachel ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais. J'ai passé les 2 dernières années à développer un programme, le projet Pont. Il s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans qui vieillissent hors du système de famille d'accueil. Chaque année, 20 000 jeunes dans l'État de New York quittent le système sans famille, sans soutien, sans plan. 25 % deviennent sans-abri dans l'année. 50 % sont au chômage à 24 ans. Moins de 3 % obtiendront jamais un diplôme universitaire. Les chiffres étaient dévastateurs. Jeanne se pencha en avant. Le projet Pont leur donnerait 3 choses, continua Rachel. Premièrement, un mentorat. Des adultes stables, fiables, qui se présentent. Deuxièmement, une préparation éducative. Aide pour les candidatures universitaires, tutorat, préparation aux tests. Troisièmement, un soutien financier. Pas seulement pour l'université, mais pour les bases. Loyer, nourriture, transport, vêtements d'entretien d'embauche, tout ce que les autres jeunes obtiennent de leurs parents. Le budget que Marcus a mentionné, 3 millions par an, soutiendrait 50 jeunes par an avec un mentorat complet, un tutorat et 15 000 $ chacun en aide directe. Rachel la regarda droit dans les yeux. « Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais votre père croyait que chaque enfant mérite une chance. Pas seulement les gentils, pas seulement les intelligents, pas seulement ceux qui correspondent à une image parfaite de mérite. Chaque enfant. » Jeanne pensa à son père, passant 41 ans à nettoyer des salles de classe tout en construisant secrètement une fortune. Tout ça pour qu'elle puisse avoir ce moment précis, la liberté de dire oui à quelque chose qui comptait. Quand pouvons-nous commencer? Le visage de Rachel s'illumina comme un lever de soleil. Sérieusement? Mon père vous a aidé quand vous en aviez besoin. Maintenant, nous allons aider 50 autres enfants comme vous. Jeanne sourit. Non, attendez. Pas 50. 100. Doublons le budget. 6 millions par an. Si nous allons le faire, faisons-le correctement. Rachel ouvrit la bouche, la referma, puis se mit soudainement à pleurer. Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi quand nous pouvons rencontrer votre équipe. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Dites-moi comment nous pouvons faire de cela la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ces enfants. Le directeur Thompson, qui avait observé silencieusement, s'essuya les yeux. Robert Mitchell serait si fier de vous, Jeanne. Après le départ de Rachel, promettant de revenir avec son équipe le vendredi suivant, Jeanne resta assise dans sa salle de classe vide. Son téléphone vibra, un message d'un numéro qu'elle ne reconnut pas. « Salut Jeanne, c'est Thomas. Je sais que nous ne sommes pas censés être en contact, mais je viens de voir l'annonce du projet Pont sur les nouvelles. 6 millions de dollars pour des jeunes en famille d'accueil. C'est incroyable. Tu es incroyable. J'étais un idiot de ne jamais le voir. » Jeanne regarda le message pendant un long moment. Il y a 2 ans, ça l'aurait bouleversée. Maintenant, elle ressentait juste de la paix. Elle tapa. « Merci Thomas. J'espère que tu es heureux. » Elle ne demanda pas de le revoir, n'offrit pas d'amitié. Juste de la gentillesse basique, puis elle passa à autre chose. Parce que c'était ça finalement le véritable héritage de son père, pas l'argent, pas même la fondation ou les bourses ou les programmes.
C'était la liberté de choisir sa propre valeur, de définir son propre succès, de construire une vie basée sur ce qui comptait pour elle, et non sur ce que quelqu'un d'autre pensait qu'elle devrait être. Le vendredi suivant, Rachel revint avec son équipe. 3 travailleurs sociaux, un psychologue, un coordinateur de programme. Ils passèrent 4 heures dans la 3e chambre de l'appartement de Jan à Brooklyn Heights, celle qui était restée vide si longtemps, maintenant remplie de tableaux blancs et de plans et d'espoir. Nous commencerons avec un programme pilote en janvier, dit Rachel, traçant une chronologie. 25 jeunes pour le premier semestre, puis 75 de plus à l'automne si tout se passe bien. Non, dit Jeanne, 100 dès le début. Mais si nous échouons, nous n'échouerons pas. Et même si nous faisons des erreurs, 100 enfants valent de mieux que 25. Mon père n'a pas construit une fortune en jouant la sécurité. Il l'a construite en croyant aux gens. Rachel hocha lentement la tête. D'accord. 100. Et autre chose, ajouta Jeanne. Je veux être mentor, pas juste un nom sur l'échec. Je veux réellement travailler avec ces enfants. Vous êtes sûr? C'est un engagement énorme et vous avez déjà tellement. J'en suis sûre. Parce qu'elle comprenait maintenant ce que son père avait toujours su. L'argent sans connexion n'était que du papier. Le véritable impact venait de se présenter jour après jour pour les gens qui en avaient besoin. En janvier 2027, le projet Pont lança avec 100 jeunes. Jeanne fut jumelée avec une jeune fille de 17 ans nommée Destiny Johnson. Destiny avait vécu dans 7 foyers d'accueil différents. Elle avait été expulsée de 3 écoles pour bagarre. Elle avait un dossier de délinquance juvénile et un regard qui disait « Ne te soucie pas de moi parce que tout le monde part de toute façon ». Leur première rencontre fut dans un café de Brooklyn. Destiny arriva 20 minutes en retard, les écouteurs branchés, ne regardant pas Jeanne dans les yeux. « Je n'ai pas demandé de mentor, » dit-elle en s'affalant sur la chaise. « Je sais. Je n'ai pas besoin d'une dame riche qui se sent bien dans sa peau en aidant une pauvre enfant en famille d'accueil. Je ne suis pas ici pour me sentir bien dans ma peau, Destiny. Je suis ici parce que quand mon père avait 15 ans, il était exactement où tu es maintenant. Seul, en colère, convaincu que personne ne s'en souciait, et quelqu'un lui a donné une chance. Juste une. Et ça a changé tout. Pour la première fois, Destiny la regarda. « Ton père était en famille d'accueil? » Non. Il était pauvre. Son père était alcoolique, sa mère était morte quand il avait 12 ans. Il vivait avec un oncle qui le battait. Différentes circonstances, même sentiments. Destiny fut silencieuse pendant un long moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un professeur qui croyait en lui, M. Henderson, prof de mathématiques. Cet homme lui a dit qu'être pauvre ne signifiait pas être stupide, qu'avoir un père terrible ne signifiait pas que tu deviendrais terrible. Mon père portait cette leçon avec lui toute sa vie. Et maintenant tu essaies d'être M. Henderson pour moi. Non, j'essaie d'être quelqu'un qui se présente. C'est tout. Chaque semaine, même si tu es en retard, même si tu es en colère, même si tu ne veux pas me parler, je serai là, pas parce que je suis payée, pas parce que je m'en sens bien, juste parce que tu mérites que quelqu'un se présente. Destiny détourna les yeux, mais pas avant que Jeanne ne voie les larmes. Ouais, bon, peu importe. Même heure la semaine prochaine? J'imagine. C'était un début? 6 mois plus tard, Destiny était passée d'échec dans 3 matières à B dans toutes. Elle avait arrêté de se battre, avait commencé à parler de l'université, prudemment, comme si prononcer les mots à voix haute pourrait les faire disparaître. « Penses-tu que je pourrais être enseignante? » demanda-t-elle un après-midi dans le café devenu leur lieu habituel. « Pourquoi pas? » Parce que les gens comme moi ne deviennent pas enseignants. On devient, je sais pas, serveuse, caissière, mère célibataire vivant de l'aide sociale. Destiny. Jeanne se pencha en avant. Les gens comme toi deviennent tout ce qu'ils décident de devenir. Tu es intelligente, travailleuse et tu te soucies des enfants.
Je t'ai vue au centre communautaire avec les petits. Tu serais une enseignante incroyable. Tu le penses vraiment? Je le sais vraiment. Cette conversation, ce moment, c'était pourquoi l'argent de son père comptait. Pas les appartements ou les investissements ou les chiffres sur un relevé bancaire, mais cette fille, assise dans un café, commençant à croire qu'elle pourrait être plus que ce que le monde lui avait dit qu'elle était. En septembre 2027, Jin était assise dans l'auditorium de Columbia University, regardant Rachel Kim accepter le prix d'innovation sociale de la ville de New York pour le projet Pont. 100 jeunes dans le programme. 87 d'entre eux encore à l'école ou inscrits à l'université. 0 devenus sans-abri. Ce programme fonctionne, dit Rachel dans son discours, pas à cause de l'argent, bien que nous soyons incroyablement reconnaissants pour le financement. Il fonctionne à cause de quelque chose que Robert Mitchell a compris il y a 40 ans. Chaque enfant a juste besoin d'une personne qui croit en lui, une personne qui se présente, une personne qui dit « tu es important » et le pense vraiment. Elle regarda directement Jeanne dans le public. Robert n'est plus là, mais sa fille l'est, et elle continue son œuvre. Pour chaque jeune du projet Pont, pour chaque boursier Robert Mitchell, pour chaque étudiant de la maison Mitchell, vous avez cette personne maintenant. Vous avez quelqu'un qui croit en vous. L'auditorium se leva en une ovation debout. Jeanne resta assise, pleurant silencieusement, pensant à son père. L'homme qui avait passé 4 décennies à nettoyer des sols tout en construisant discrètement un empire. Qui avait vécu dans un appartement de 78 mètres carrés alors qu'il valait des dizaines de millions. Qui avait vu de la valeur en chaque enfant qu'il rencontrait, peu importe d'où il venait. « Je le fais, papa », murmura-t-elle. Je continue. Et quelque part, elle savait, il souriait. Cette nuit-là, dans son appartement de Brooklyn Heights, Jeanne ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire. Cher journal. Il y a 3 ans, j'étais debout sous la pluie aux funérailles de mon père, me sentant comme la personne la plus petite du monde. La famille de mon mari me traitait comme si j'étais invisible, comme si ma vie ne comptait pas parce que je n'avais pas d'argent ou de statut. Aujourd'hui, j'ai regardé 100 jeunes qui n'avaient personne recevoir des bourses, du mentorat, de l'espoir. J'ai regardé Maria Rodriguez, la première boursière Robert Mitchell, obtenir son diplôme de Columbia avec mention. J'ai regardé Destiny Johnson qui était sur le point d'abandonner le lycée, être acceptée à 5 universités. L'argent que papa m'a laissé a changé ma vie. Mais pas de la façon dont les Westbrook pensaient que l'argent changeait les choses. Il ne m'a pas rendu meilleur qu'eux. Il m'a juste libérée pour être moi-même. Et moi-même, je découvre, est une enseignante, pas seulement dans une salle de classe, mais dans la vie. Tout comme papa l'a été. Il n'a jamais voulu que j'impressionne les gens. Il voulait que je touche les gens, qu'il y ait une différence. Je comprends maintenant. Elle ferma l'ordinateur portable et regarda par la fenêtre la skyline de Manhattan scintillant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Thomas vivait sa vie avec Dylan, entouré de luxe et de statut. Patricia et Richard luttaient avec la disgrâce et les dettes. Brandon reconstruisait une carrière ruinée. Melissa trouvait son propre chemin. Elle ne leur souhaitait pas de mal. Elle ne leur souhaitait rien du tout. Parce qu'elle avait appris la leçon la plus importante que son père pouvait enseigner. La meilleure vie n'est pas celle qui impressionne les autres. C'est celle qui compte pour vous. Et pour les gens que vous aidez en chemin. Jeanne Mitchell avait 64,3 millions de dollars. Mais sa vraie richesse était dans les 100 jeunes du projet Pont, dans les 247 boursiers Robert Mitchell, dans les 187 étudiants qui avaient reçu du tutorat gratuit à la maison Mitchell, dans chaque vie touchée, chaque espoir ravivé, chaque avenir changé. Son père lui avait laissé une fortune. Mais son véritable cadeau était de lui montrer qu'une fortune ne valait rien si vous ne la partagiez pas. Et c'était une leçon qu'elle porterait avec elle, enseignerait aux autres et honorerait chaque jour pour le reste de sa vie.